La foule pro-Assad et les ennemis des Juifs étaient à fond cette semaine, profitant autant qu'ils le pouvaient d'être ici en Israël, le principal déclencheur mondial du trouble obsessionnel compulsif. Également cette semaine, le New York Times sort le grand jeu avec un article sur un espion de renom recruté par le Mossad que j'avais justement évoqué à demi-mot pour plaisanter dans mon podcast la semaine dernière. Et à votre avis, qui a peut-être reçu un appel lui demandant de calmer un peu le jeu? Ici, tout ne tourne pas toujours autour de la guerre. On dirait que les médias trouvent la guerre trop répétitive. Selon leurs critères, cela veut dire que c'est devenu ennuyeux. Pire encore, ils n'arrivent pas à l'intégrer à un récit précis. Ils cherchent donc autre chose pour capter votre attention. Mais tout est lié au final et nous allons le voir aujourd'hui. Ce à quoi nous assistons n'est rien d'autre qu'un jeu soigneusement chorégraphié. C'est du théâtre qui permet à deux adversaires fatigués de donner un spectacle. L'Iran peut montrer sa résistance pour sauver la face et les États-Unis peuvent afficher leur agressivité. Mais en coulisses, le dialogue continue. Les deux parties gèrent désespérément la tension juste assez pour éviter la seule chose qu'aucune d'elles ne souhaite, une guerre totale et généralisée. Voici les observations partagées dans mon dernier podcast, toujours précises et pertinentes une semaine après. Ce n'est pas une bonne histoire pour les médias, donc d'autres sujets doivent attirer leur attention. L'attention ici cette semaine s'est portée sur deux putes en mal d'attention qui manipulent l'obsession autour d'Israël à leur propre fin. L'un d'eux était un influenceur des réseaux sociaux peu intelligent que des influenceurs pro-Israël et juifs ont pensé utile d'inviter en Israël et de publier du contenu avec lui en Israël, affirmant que cela aiderait Israël. Avec la jeune génération qui est inondée de récits négatifs et de la présentation d'Israël comme une entité diabolique. Il a obtenu l'attention qu'il recherchait à attirer beaucoup d'attention, ce qui n'est pas surprenant. Il n'a aucune importance, donc je ne citerai même pas son nom. Le problème ici, c'est qu'il y a des Juifs à l'étranger qui pensent encore qu'il vaut la peine pour nous de nous plier et de faire des courbettes à ceux qui nous détestent. Qu'ils vont soudainement nous apprécier, ce qui est aussi un problème chez les Israéliens de gauche. Ils ont participé à la visite ici de Rahm Emanuel. Il est condescendant et paternaliste, mais pas moins opportuniste. En gros, une version plus sophistiquée de l'influenceur de merde. Rahm Emanuel était en Israël cette semaine. Un pays engagé dans une guerre sur 7 fronts depuis près de 3 ans. Un pays qui a tout fait, qui a fait toutes les concessions pour la paix que des gens comme lui disaient que nous devions faire. Nous avons payé pendant des années pour l'apaisement qu'ils nous ont imposé. Mais Emmanuel avait quelque chose à nous dire ici en Israël. En citant un sondage où Mamdani est plus populaire que Netanyahou chez les Juifs de New York, j'ai une nouvelle qui pourrait le surprendre. Nous, les Juifs en Israël, on s'en fiche totalement. Peux-tu imaginer des Américains se préoccuper plus d'un dirigeant étranger que d'un dirigeant local? Eh bien, dans les sondages en Israël, Mamdani est moins populaire que Netanyahou. Surprise. C'est pareil pour les autres politiciens. Netanyahou est la personne la plus populaire en Israël. Laisse bien ça t'entrer dans la tête, espèce de trouillard. Il est évident qu'Emmanuel n'est pas de notre côté, mais l'escalade de sa rhétorique n'est rien d'autre qu'une tentative transparente de flatter la base de plus en plus radicale du Parti démocrate venant d'un candidat potentiel à la primaire pour l'investiture présidentielle. Ces gens ne nous méprisent pas à cause de Netanyahou ou à cause des victimes à Gaza. Ils ignorent les dizaines de milliers de personnes massacrées en Iran et au nombre encore plus élevé de personnes assassinées en Afrique. Ils méprisent l'État juif parce qu'il est juif. Et Emmanuel joue simplement son rôle embarrassant de politicien contemporain dans ce qui était autrefois le Parti démocrate et qui est en train de devenir sous nos yeux une branche d'Antifa. Hamid Dari, activiste israélien et commandant militaire, sert depuis des mois depuis le début de la guerre. Voici ce qu'il a dit sur la visite d'Emmanuel. À mon avis, c'est très bien dit. Ce qu'Emmanuel ne comprend pas, c'est que le simple fait, malheureusement vrai, qu'il y ait des Juifs qui soutiennent Mamdani, c'est en soi le problème. Ce sont eux qui se sont détériorés moralement, pas nous. Cela ne dépend pas de la personne à la tête du gouvernement israélien. Un Juif qui soutient Mamdani soutient essentiellement la haine des Juifs, la même haine exprimée lorsque Mamdani nous a récemment traités de monstres. Emmanuel aurait dû prononcer son discours en colère dans des synagogues réformées à New York, dans des clubs d'étudiants et dans des communautés juives progressistes, en leur disant que soutenir Mamdani est une pure folie. Nous, en Israël, dit-il, nous n'avons pas changé. Ce sont ces Juifs qui soutiennent les Palestiniens et votent Mamdani qui doivent s'interroger.
Emmanuel envisage de se présenter à la présidence des États-Unis comme démocrate et prépare le terrain pour obtenir le soutien du New York Times et de son entourage. Attaquer Israël ne lui fera pas gagner plus de points, il peut demander à Bernie Sanders ce que ça a donné. Le soutien du public américain à Israël diminue, surtout chez les jeunes. En lisant bien les sondages, on remarque que nombreux sont ceux qui détestent Israël et aussi l'Amérique. Et il dit que ce sont eux qui ont changé, pas nous. Cependant, nous devons tout faire pour renforcer les forces qui nous soutiennent sans hésitation et sans condition. Une autre affirmation que Rahm Emanuel a faite pendant qu'il était ici en Israël et que la gauche en Israël ainsi que d'autres détracteurs d'Israël sont impatients de promouvoir, c'est qu'Israël devient isolé. Il a évoqué la fin des subventions américaines à la défense, laissant entendre qu'Israël est un fardeau diplomatique. Dovie Francis est un financier israélo-américain qui fait le lien entre le capital de la Silicon Valley et l'innovation technologique israélienne. En tant qu'associé fondateur de Group 11, il gère plus de 1,4 milliard de dollars d'actifs, ce qui le place à la tête de l'un des fonds de capital risque les plus performants des États-Unis. Il est aussi conseiller officiel du Premier ministre d'Israël pour l'intelligence artificielle, dirigeant les initiatives stratégiques du pays dans ce secteur. Sa récente présentation lors d'une conférence européenne d'investisseurs reflète mieux la véritable position d'Israël que tout ce qu'un manipulateur comme Emmanuel pourrait inventer. Francis explique que les avancées inégalées d'Israël dans l'intelligence artificielle et l'automatisation de la défense en font un pilier essentiel de la stabilité mondiale, indépendamment des changements politiques à Washington ou à Bruxelles. Francis a directement averti les investisseurs et dirigeants européens que le monde se dirige vers un conflit mondial majeur. Il a déclaré explicitement « Israël est votre meilleur partenaire en vue de la Troisième Guerre mondiale ». Il a vivement exhorté les nations européennes à abandonner les concepts de sécurité traditionnels et à s'équiper activement avec des technologies et armements israéliens. Il soutient que, parce que les innovations israéliennes sont activement et rigoureusement testées dans des combats réels d'une grande intensité, elles offrent les mécanismes de défense nécessaires pour protéger aujourd'hui les frontières européennes et la souveraineté nationale. La technologie israélienne est présentée comme une infrastructure mondiale essentielle au-delà de simples plateformes logicielles commerciales pour les démocraties. Cette position audacieuse et sans filtre reflète la thèse qu'il a défendue sur les plateformes mondiales. L'innovation technologique, en particulier dans l'IA, la défense et l'automatisation, est directement liée à la survie nationale et à la stabilité régionale. Et l'Allemagne le comprend. Mais ils ont rencontré des problèmes surprenants et inattendus. Le constructeur automobile allemand, Volkswagen, que nous connaissons tous, traverse une grave crise économique et fait face à une concurrence féroce du marché chinois. Et ils avaient prévu de fermer leur usine dans la ville d'Osnabrück d'ici 2027. Afin de sauver les emplois d'environ 2300 employés, la direction de Volkswagen est entrée dans des négociations avancées et a même signé un protocole d'accord avec la société israélienne Rafael. L'idée était de convertir les lignes de production automobile en fabrication de composants logistiques et mécaniques pour des systèmes de défense aérienne, au premier rang desquels le dôme de fer. L'usine devait produire des camions lourds, des plateformes porteuses, des lanceurs et des générateurs. Cela sans les explosifs ni les missiles eux-mêmes qui étaient prévus pour être fabriqués sur un site distinct. Le gouvernement allemand a soutenu l'initiative pour renforcer la défense aérienne européenne. Mais voilà le hic. La proposition a immédiatement suscité des critiques en Allemagne. Des militants pacifistes et des hommes politiques du parti de gauche d'opposition ont soutenu que Volkswagen devait rester un fabricant civil et refuser toute coopération avec une entreprise de défense israélienne. Les critiques, bien sûr, ont évoqué la campagne militaire d'Israël à Gaza. La controverse politique a touché la structure actionnariale de Volkswagen. Apparemment, le fonds souverain du Qatar, quelle surprise, détient 10,4% des actions de Volkswagen et contrôle 17% des droits de vote de l'entreprise. Ils ont opposé leur veto à l'accord. Pas la cabale, pas les Juifs, le Qatar. Qui contrôle alors les banques? Qui contrôle tout? Peut-être peux-tu comprendre cela, mais il est plus simple pour les dirigeants occidentaux d'afficher leurs vertus concernant Israël. La première ministre islamique Christiane Christun Frostadottir, dont le nom ressemble à un personnage du film La Reine des Neiges, a appelé à une action internationale urgente face à la crise humanitaire à Gaza, affirmant que la souffrance des civils ne peut plus être ignorée.
Dans une déclaration avec les dirigeants de pays minables comme l'Espagne, la Norvège, l'Irlande, le Luxembourg, la Slovénie et Malte, elle a qualifié la situation d'horrible. Je suppose qu'elle parle de cela. Elle a également réaffirmé le soutien de l'Islande à une solution à deux États et à un État palestinien indépendant. Eh bien, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que ça change pour elle? Elle aura des investissements qataris. Elle, ainsi que tous les dirigeants bien-pensants de pays ignorants qui ne se réveillent que maintenant, n'ont jamais dit un mot sur le Hamas. Pendant des années, lorsqu'ils ont opprimé les Gazaouis et construit une infrastructure terroriste sous toute la zone civile, en déclarant ouvertement qu'ils cherchent à anéantir Israël. Restez dans votre domaine, Première ministre Elsa la Reine des Neiges, et laissez tomber. Nous avons déjà vécu cela, on nous l'a déjà fait. Ça a déjà été pire. Mais cette fois, c'est différent. Maintenant, nous avons ceci. Et tu as toujours la même vieille haine, l'envie, les mensonges, les calomnies. Tout ce que les ennemis d'Israël ont, c'est la projection de leurs âmes vides, qu'ils remplissent d'une fausse vertu. Vous vous êtes concentré sur la tentative de nous détruire. Vous portez le tissu, vous brandissez le drapeau de ce dont vous ne savez rien. Vous scandez des slogans creux avec une fausse passion pour combler le vide de vos vies. Vous êtes menés comme des moutons vers votre propre autodestruction et le démantèlement de vos propres vies. Emmanuel et ce qu'il reste des démocrates flattent ces bouffons. Oui, les sionistes sont racistes. Pendant ce temps, pas un seul juif n'est citoyen de l'autorité palestinienne, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite ou d'autres pays arabes. Les sionistes sont racistes. Pendant ce temps, sous contrôle arabe, les Juifs ne pouvaient pas prier à Jérusalem. Les sionistes sont racistes, mais le seul endroit où la population chrétienne a augmenté au Moyen-Orient, c'est en Israël. Les sionistes sont des colonisateurs. Pourtant, nous avons cédé le Sinaï, Gaza, la Judée et la Samarie aux Arabes. Les sionistes sont des meurtriers. Pourtant, le seul endroit d'où il n'y a pas de réfugiés, c'est Israël. Les sionistes sont terribles. Pourtant, le seul endroit où les homosexuels peuvent vivre librement, c'est en Israël. Il y a 50 pays musulmans, pas un seul n'est démocratique. Même lors du jour juif le plus sacré, même quand tout est fermé en Israël, les Arabes peuvent toujours voyager à travers le pays parce que personne ici n'est poussé à s'assimiler et nous ne faisons pas de prosélytisme. Il y a plus d'1 milliard de musulmans, plus d'1 milliard de chrétiens, il y a 15 millions de juifs. Alors ça suffit, laissez-nous tranquilles. Nous avons quitté les pays arabes et l'Europe, nous vous avons libérés de votre obsession maladive pour nous. Vous ne cessez de brandir le fait que nous avons été expulsés de 109 pays différents. Eh bien, d'accord, très bien. Même ici, dans un pays grand comme le New Jersey, vous ne nous laissez pas vivre en paix. Vous restez obsédés par nous. Nous n'avons attaqué que ceux qui nous ont d'abord agressés. Ils sont justement tentés par le fait que nous sommes petits par la taille et par le nombre. Et Israël est fort grâce à sa conviction. Notre attachement et notre foi en notre identité, notre passé, notre conviction religieuse, la force de nos familles, notre sens des fondements de la civilisation, la famille, la religion et la nation. Ce que des gens comme Emmanuel et les partisans de Mamdani n'ont pas. Ils trouvent un sens dans l'insignifiant manipulé par d'autres. Parfois, les choses peuvent être résumées dans une publication, comme celle-ci. Ça dit tout ce qu'il faut savoir pour comprendre. Même situation en Israël, 2 millions de citoyens arabes y vivent. Et comme je l'ai dit, le seul pays d'où les Arabes musulmans et chrétiens ne fuient pas, ne migrent pas vers l'Europe, c'est Israël. Cela devrait être le meilleur indicateur de ce qui se passe réellement ici. Alors que certains évoquent l'isolement, la réalité sur le terrain est tout autre. Une vague bleue déferle actuellement sur l'Amérique latine, bouleversant le paysage politique régional. Le pilier de ce mouvement est le président argentin Javier Milei, qui a introduit un cadre régional majeur appelé les accords d'Isaac. Inspiré des accords d'Abraham, ce cadre unit les gouvernements pro-Israël à travers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud grâce à une coopération économique, technologique et antiterroriste partagée. Des pays comme l'Équateur, le Costa Rica, la Colombie, le Honduras et même le Venezuela travaillent activement à rétablir et à approfondir leurs liens avec Israël. Les nations d'Amérique latine considèrent de plus en plus Israël comme un partenaire stratégique indispensable pour l'innovation technologique, l'agriculture, la gestion de l'eau et la défense. Tandis que l'Europe occidentale reste dans la rhétorique, l'Europe centrale et de l'Est conçoivent discrètement une stratégie géopolitique robuste avec Israël.
Cela s'appuie sur une coopération trilatérale approfondie entre Israël, la Grèce et Chypre, axée sur la connectivité régionale, le partage de renseignements et les infrastructures énergétiques critiques comme le gazoduc EastMed Poseidon. Peut-être que le changement le plus important se produit en ce moment avec l'Asie, avec l'Inde, le Japon, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam, tout en ouvrant discrètement de nouveaux canaux économiques avec des nations clés comme l'Indonésie. Comme l'a récemment souligné le Premier ministre Netanyahou, plusieurs pays développent discrètement leurs liens avec Israël en raison de l'un des principes fondamentaux des lois de la géopolitique, le renforcement constant de la puissance. Les pays ne s'allient pas avec Israël par charité. Ils recherchent un partenariat parce que l'avantage technologique, militaire et économique d'Israël est tout simplement inégalé. Les détracteurs font peut-être beaucoup de bruit, mais l'ordre mondial réel bascule nettement en faveur d'Israël. Et enfin, la semaine dernière, si vous vous souvenez, j'ai dit ceci. Ce que nous avons eu cependant, c'est le retour d'Ahmed Ahmadinejad. On disait qu'il avait été tué, mais il était bien là aux funérailles. Peut-être qu'il a été envoyé de l'enfer pour accompagner Khamenei. Ce même Ahmed Ahmadinejad qui, d'une manière ou d'une autre, est toujours en vie. Se pourrait-il que ce soit lui? Je me le demande. C'est pourtant ainsi qu'Israël trouve ses espions, là où on les attend le moins. Il pourrait s'agir de journalistes ou de membres de la flottille manifestant contre Israël. Eh bien, ce n'est pas comme si je le savais. Bien sûr, moi je n'en saurais rien, mais ensuite le New York Times a publié ce titre et cet article. Selon des sources du renseignement, vers 2022, des agents israéliens du Mossad, y compris le chef du Mossad lui-même, ont tenu des réunions secrètes avec Ahmed Ahmadinejad et son cercle rapproché à travers l'Europe. Les choses ont tellement dégénéré que, lors des conflits de 2025, le Mossad a en fait mis en place un plan de sauvetage spectaculaire à haut risque pour l'extraire d'Iran. Finalement, le complot s'est effondré. Selon les informations, Ahmadinejad a eu des doutes et s'est retiré, laissant ce complot d'espionnage parmi les plus étranges de l'histoire moderne, complètement au point mort. Est-ce que cela s'est vraiment passé? Est-ce que je savais quelque chose? Je pourrais te dire que j'ai reçu un appel de quelqu'un me disant d'arrêter de faire des allusions à propos de probables espions parmi les médias, les membres de la flottille, les influenceurs qui paradent partout. Mais si je te le disais, je devrais, eh bien, tu sais. Jusqu'à la prochaine fois, ici Daniel Siman. Merci d'avoir regardé Straight Up depuis les studios JNS ici à Jérusalem en Israël.